Bonjour et bienvenue sur le podcast Culture Slalom où nous irons ensemble à la rencontre des champions, des entraîneurs et de tous ceux qui ont fait l'histoire du canoë-kayak slalom français. Ce sera l'occasion de découvrir leur parcours et d'échanger avec eux sur l'entraînement et la performance. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre de Pierre Salamé. Alors Pierre, c'est l'un des entraîneurs les plus titrés de l'histoire du slalom français, avec pas moins de 4 médailles olympiques glanées par ses athlètes. D'abord, Jackie Avril et Sylvain Curinier ramènent le bronze et l'argent en 1992. Ensuite, c'est Patrice Estanguet qui ramène le bronze en 1996. Et enfin, donc, Tony Estanguet qui remporte avec lui son premier titre olympique en 2000. Salut Pierre, et merci d'avoir accepté d'être l'invité de ce podcast. Je te propose comme toujours de commencer par le début. Qu'est-ce qui t'a amené au canoë slalom? Mes parents avaient une maison, ils ont toujours une maison au bord du Tarn, à côté d'Albi, et l'été on se baigne, voilà, dans les années 70, même 66, 70, et on a envie d'utiliser l'eau qui était là. On s'est dit ça serait bien de construire des bateaux. On se rapproche d'une MJC, on construit des bateaux. Et on navigue, c'est un plan d'eau sur un barrage du Tarn, et on navigue, puis on se dit un jour, tiens, mais ça serait bien d'apprendre à esquimoter. On vivait à Paris, à cette époque, et on allait en vacances à Albi, et on téléphone à la Fédé, qui nous indique un endroit où on peut apprendre à esquimoter, le soir, dans une piscine. Quand tu dis on, c'est toi et ton frère? Moi, tout seul, et mon père. Et ton père? Mais mon père qui m'amène, j'avais 15 ans à l'époque, et on tombe sur la séance d'esquimotage d'un grand club parisien qui est l'US Métro, et grand club parce qu'il y avait la famille Ollery, donc l'entraîneur, les frères Ollery, les deux frères en C2 plus Yves Ollery, et donc c'est incroyable, mais je tombe sur le père Ollery, donc Jean Ollery, qui me fait ma première séance d'esquimotage immédiatement. À la fin de la séance, j'arrive à esquimoter parce qu'il conseillait bien. Et il me dit, mais t'as pas un copain qui a envie de faire du canoë? Et j'ai dit oui. Et comme le C2, lui, il respirait le C2. Donc la semaine après, j'amène mon copain et il apprend à esquimoter très rapidement, et très vite, on est sur les bons rails pour progresser en slalom C2. Et au bout de 2 ans, on est vice-champion de France de C2. En senior? En junior. En junior, ouais. Et le premier, c'est Zoc Guillaume. Zoc, qui faisait au départ du slalom C2, et qui a ensuite, on l'a bien connu, tourné sur la descente. Et donc voilà, l'approche, c'est cette approche-là. La chance d'être tombé sur Jean Ollery, la famille Ollery, qui nous a donc fait faire les bons stages aux bons endroits, aller au bon moment, etc. Et donc qui a balisé en fait notre progression, quoi. Donc ça commence un peu à Albi, mais surtout à Paris avec l'US Métro. Complètement à Paris, à l'US Métro, pendant 7-8 ans. Toute ma carrière sportive, en fait, j'étais licencié à l'US Métro. Et on continue le C2, donc on a commencé en 71. On arrête en 74 par destin différent. Lui devient steward, mon équipier. C'était l'équipage Etef Salamé. Etef, le nom de mon équipier. Et c'était un copain, et on est resté copains, mais lui il passait ses concours de steward, et moi je continuais dans le canoë, et voilà. Et je me suis mis au C1 à ce moment-là, C1 slalom et descente. Donc assez rapidement, j'étais en première série. À l'époque, on parlait de première série en slalom et en descente, mais mon cœur était en slalom. Et en parallèle, j'ai toujours eu une appétence pour communiquer mon savoir-faire, mes expériences, et très rapidement dans mon club même, j'entraînais mes collègues plus jeunes, voilà. Et de fil en aiguille, j'ai pris de plus en plus de responsabilités, tout en pratiquant donc le canoë au sein de la ligue. On parlait de ligue à l'époque, Île-de-France, où assez rapidement j'encadre des stages, tout en menant ma carrière de C1, au point que je deviens président. Je suis élu président de commission slalom à 21 ans, donc très jeune, en prenant des responsabilités parce que j'avais envie de communiquer, voilà. Et
Et de fil en aiguille, en fait, je voulais être prof de PS. Je pouvais pas à l'époque parce que je portais des lunettes. Donc j'ai fait un BTS d'électronique. Attends, comment ça? Tu pouvais pas être prof de PS si tu portais des lunettes avec il fallait avoir 10 à la somme des deux yeux. Et moi, j'avais 1 et 1, donc, on me dit non, tu peux pas être prof de PS. Donc je passe je fais un BTS d'électronique. Rien à voir. Rien à voir, mais à contre-cœur. Mais je passe quand même le brevet d'État, premier degré, parce que j'avais quand même une envie de travailler là-dedans, quoi. Et donc, président de commission, brevet d'État premier degré, je rentre en équipe de France, voilà, assez tardivement, j'ai commencé à 16 ans le canoë, mais j'ai une progression assez rapide, ça me plaît, je suis passionné par l'eau vive, par les champions, j'ai envie de devenir champion. Et au bout d'un moment de militantisme, on va dire, au sein de la Ligue Île-de-France, donc Jean Olry, qui est entre-temps passé DTN, qui est passé DTN à l'époque, et Éric Quéclin, qui est devenu entraîneur de slalom, m'ont repéré, et ce travail-là à la Ligue de Île-de-France me fait me repérer pour que je sois nommé CTR, en fait, de canoë sur la Ligue Île-de-France, en 76. Et en 76, ça correspond aussi à mon entrée en équipe de France de canoë. À quel âge? Donc 21 ans. 21 ans. Et donc, 5 ans après avoir commencé le canoë, ouais, tu deviens CTR Île-de-France et équipe de France de canoë. Ouais. D'accord. Bon, je pense que c'est autant peut-être certaines qualités, mon envie surtout, et puis la facilité qu'avait la fédération à cette époque pour intégrer, faire progresser. Je pense qu'elle l'a toujours. C'est les fédérations qui ont besoin de cadres, qui ont besoin de voilà. Et donc moi, je suis tombé sur les bonnes personnes. Éric Quéclin, Jean Olry, qui tout de suite, tant sur le plan sportif que sur le plan professionnel, m'ont mis sur la. Bon, on connaît des gens comme ça. Jean-Yves Prigent, il a fait des générations de. Voilà, on est dans cette mouvance et après être passé là, j'ai toujours une envie de faire la même chose pour ceux qui arrivaient, et donc voilà. Donc en 76, je deviens CTR. En 77, je rentre en équipe de France. 76, je fais les premières coupes d'Europe à l'époque. Et en même temps, les bénévoles de la Ligue me laissent m'entraîner tout en étant CTR. Donc ça, c'est quand même, c'était vraiment très sympa. Alors, je faisais mon job, je m'entraînais le soir, je m'entraînais à l'INSEP. J'entraînais aussi des gens à l'INSEP. Voilà, et voilà, ça se mélangeait, mais c'était, moi, c'était mon bonheur. Là, c'était quand j'ai été nommé CTR et quand j'ai été rentré en équipe de France, c'était le bonheur absolu. Alors j'ai des questions déjà, juste pour situer. Donc tu t'entraînes à l'INSEP et l'US Métro, c'était situé où à Paris? Alors c'est en face l'ancienne fédération. Donc, à Joinville. À Joinville, donc juste en face. Là, c'est de l'eau plate. On allait s'entraîner au barrage de Joinville. Et ensuite le Morvan, la Bretagne, enfin classique, l'été, Bourg-Saint-Maurice, etc. Donc la vie du kayakiste parisien qui est un peu particulière parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau vive. Et la vie du cadre technique parisien, parce qu'il n'y a toujours pas plus d'eau vive, avec quand même les bassins artificiels. Mais donc à l'époque, on allait très loin chercher l'eau vive. Et alors, c'est ma deuxième question. Comment tu arrives à répartir dans tes journées donc, t'as pas d'études, tu as fini ton... Ouais, j'ai fini mes cursus. Tu as fini tes cursus, et donc t'es CTR, et en même temps, tu t'entraînes. Ouais, donc... Et en même temps, tu entraînes. Et en même temps, j'entraîne. Et donc, mon job de CTR classique, formateur de cadre, développement, j'allais apprendre à construire des bateaux,
En Seine-et-Marne, on était à 2 CTR, on s'était répartis les départements. Donc bon, c'était des journées bien remplies. Mais bon, quand t'es jeune, voilà, tu t'envoies quoi. Hein, et je m'entraînais le soir, je faisais de la muscu ici. Enfin, j'étais à bloc, mais j'avais pas l'impression d'être à bloc. Et puis je pense que les gens, les clubs avec qui je travaillais, ils étaient satisfaits parce que j'amenais le haut niveau, parce que je véhiculais le haut niveau, et en même temps, bon, j'arrivais à les mobiliser par mon entrain, quoi. Donc, et le président de ligue à l'époque était bien conscient de ce que je pouvais amener. C'est pour ça qu'il m'avait choisi. C'était Jean Louis? Non. Jean Olry, Éric Éclin étaient dans le bureau de la ligue, même s'il était à la Fédé. Après, il a quitté la Fédé, Jean Olry, mais bon, il y avait un volant de personnes qui m'ont fait confiance au bon moment. Ça a été déterminant pour ma carrière sportive. Et on va voir comment va se terminer, et pour ma carrière professionnelle de CTA et d'entraîneur. Ils m'ont fait confiance très rapidement. Pourtant, j'étais jeune, hein, voilà. Et bon, c'était pour moi, c'était la voie que je rêvais. Donc, je pouvais pas rêver mieux. Et donc, je progresse en C1. Donc, j'arrive en équipe de France. Mais c'était du temps de François Bonnet. Hervé Manoré est rentré en même temps que moi. Jean Sennelier un peu plus tard. Et on fait des Coupes du Monde. Alors j'ai un grave accident en 77 qui me prive pendant 1 an de tout. Je m'explose la hanche au cours d'un stage équipe de France en jouant au handball. Je m'explose la hanche, donc pendant 1 an. Mais je reviens. Donc ça, c'était juste 1 an après devenu CTR, être entraîneur. Ouais, et après être en équipe de France. C'est les premiers stages en tant que, on va dire, équipe senior. On faisait un match de hand et clac, je me claque la hanche. Donc bon, 6 mois, puis je reviens l'année après quand même, motivé. Je pouvais plus courir, mais bon, je pouvais naviguer. C'est tout ce qui m'intéressait. Je fais les Coupes du Monde 78. Je suis sélectionné au Championnat du Monde 79 à Jonquière. Donc c'était la génération Hervé Manoré, Jean Sennelier, Claude Giacomino et moi, les 4C1. Jonquière, pour rappeler, c'est au Canada, c'est ça? C'est au Canada. Génération Jean-Yves, les deux prix Jean y sont, l'ami Plate, c'est toute cette génération, les frères Calory, Jérusalemi, Fox, Sylvie Arnaud, bon, toute cette génération se retrouve à Jonquière. Bon, je fais 17e, pas une belle course. En patrouille, en course par équipe, pas super. Bon. Et on sent la domination américaine déjà chez les C1. Là, ils font 1, 2, 3. C'est la première fois qu'ils font 1, 2, 3. Donc c'était John Luckbill, David Hearn, Robinson. Et après, on va en parler beaucoup des Américains parce que ils m'ont un peu embêté en tant qu'entraîneur. Et ils étaient jeunes à ce moment-là? Ouais, c'était leur premier. Donc John avait fait Spital. Moi, j'avais pas pu faire Spital parce que j'étais accidenté. 77. 79 Jonquière. Là, les Américains, ils gagnent en course par équipe et en C2, ils gagnent en kayak d'Amidal. Ah, c'était pas que les C1. Non. Toute l'équipe américaine. Toute l'équipe américaine, un super coach, des bonnes bases d'entraînement. Voilà. Et vas-y, tiens, parlons-en. Pourquoi cette équipe américaine est super forte à ce moment-là? Parce que Endicott, l'entraîneur, qui est basé à Washington, Bill Endicott, qui est un entraîneur, on va dire, génial. Il a l'intelligence des choix, il a l'intelligence de s'approprier, notamment, il y a un C1 allemand de l'Est qui a fui l'Allemand de l'Est, qui arrive aux États-Unis, qui est un bon pagayeur, qui a été entraîné par les meilleurs coachs de l'époque, et les DDR dominaient au jeu de 72. Les 4 médailles d'or distribuées, 4 Allemands de l'Est, kayak dame, C2, C1, kayak homme. C'était vrai cette histoire qu'en 72 les Allemands de l'Est avaient copié Absolument. J'ai vu, je suis allé naviguer sur leur base, avec Hervé Manoré, Jean-Yves
Prigent, on a été ça me reviendra le nom, mais et on a vu la copie de la vrille, on a vu la copie réelle. Ouais. Alors en désaffection qu'on y a été, mais on a vu, ils avaient copié, hein, des moyens illimités et on avance surtout sur le matériel, sur la technique d'entraînement, sur alors je sais pas le dopage, mais en tout cas cet Allemand qui arrive à Washington, Endicott, Il l'attrape au vol et il lui fait expliciter comment il s'entraînait, donc lui, Endicott, à la moulinette, il se remixe ça. Il a quand même des connaissances, hein, sur l'entraînement sportif, sur le canoë, et il tombe sur une génération de jeunes qui ont quand même des habiletés, mais pas plus développées que ça. Mais lui, il arrive bien à choisir les bons pagayeurs. Il sait exploiter ce qu'il a appris et il met en place donc tant sur le plan méthodologie de l'entraînement, sur le plan matériel, forme de bateau, pagaie. Voilà, il réunit tout, un peu à l'allemande de l'Est, parce ils ont été très très forts par rapport à savoir bien faire progresser tous les paramètres de la performance très rapidement, les Allemands de l'Est. Donc Endicott, lui, s'approprie ça à la puissance américaine, et donc une forme de bateau avant-gardiste. On va voir, pas à Jonquière, mais si à Jonquière il y avait déjà, mais le carbone qui arrive, le Kevlar était arrivé, mais bon, c'est les premiers qui ont mis du nid d'abeille, enfin des bateaux, et une forme de bateau avant-gardiste en C1, en C2 aussi, trop rapproché, en kayak un peu moins, mais bon, voilà. Et Endicott, en C2, c'est les premiers à rapprocher les îlots. Ouais. Et il y avait déjà des Français qui l'avaient fait, mais on n'avait pas cru en eux. Beau Baudry, et puis les frères Lezo, mais ça n'avait pas percuté. Bon, voilà. Et c'est les premiers qui ont rapproché, et donc un avantage, hein, aussi. Mais bon, voilà, Endicott qui sent les choses et qui fait progresser son équipe avec, on va dire le pilier central, c'était les C1, parce que 1, 2, 3, ils avaient un bon C2, ils avaient une bonne kayak dame, Cathy Hearn, kayak pas trop, bon, ils naviguaient, mais surtout les C1. Donc là, il y a 4 ou 5 C1 qui sont Ken Ford et le frère Ron Bill. Donc tous ces 4 là, 5 là, bon, vraiment des gens qui sont intelligents et qui sont bien managés, qui sont bien entraînés, qui ont des moyens, qui vont s'entraîner l'hiver sur la base de sous-marins pour pas, enfin, en eau chaude. Enfin bon, ils vont s'entraîner au Costa Rica très rapidement l'hiver. Ah, c'est les premiers à le faire. Ouais, c'est les premiers à le faire. Bon, voilà, ils sont inventifs et voilà. Donc moi, championnat du monde, on prend une petite raclée quand même, hein. Jean Sennelier, quand même le meilleur français, fait 6e. Bon, c'est dans le concert international. Il vient de juste passer senior. Bon, voilà. Mais bon, nous, on prend un petite raclée, quoi. Et les championnats de France 79 arrivent après les championnats du monde. Et la veille des championnats de France, le DTN vient me voir, donc Daniel Curtil, avec Eric Eklin, ils me disent, bon, si tu veux, tu peux devenir entraîneur national. Deux conditions, tu arrêtes ta carrière sportive et tu vas aller implanter un centre d'entraînement à Toulouse. Ça, la veille des championnats de France. Donc, autant dire que j'ai pas dormi de la nuit. Le lendemain matin, il fallait que je donne ma réponse. Je dis oui, je prends. Okay. Bon, c'est quand même lourd, hein, de conséquences, hein. Comment tu mènes ta réflexion pendant cette nuit? Bon, j'avais mon accident. Donc tu avais eu ton accident en 77. Tu avais pu revenir. Je suis revenu comme CTR au meilleur niveau. Et tu étais gêné quand même par ta hanche ou pas? Un petit peu pas pour naviguer, pour courir, voilà. Mais ça a participé l'accident lui-même, pas les séquelles de l'accident. D'accord. Et mon choix, je connaissais un peu au niveau sportif. Il y a des propositions comme ça. Il y a que 4 entraîneurs, enfin à l'époque,
c'est sûr qu'ils vont proposer à quelqu'un d'autre. Je laisse passer. Je peux continuer 2 ans. Je sens qu'au niveau sportif, je peux continuer 2 ans vu mon évolution. Mais dans 2 ans, c'est pas sûr qu'on me repropose de prendre la catégorie. Pourquoi 2 ans? Parce que t'es encore jeune. Ouais, mais bon, c'était nous on était en échéance tous les 2 ans. Les championnats du monde avaient lieu tous les 2 ans, donc il y avait un championnat tous les 2 ans. Donc on réfléchissait pas en Olympiade parce qu'on n'avait plus les Jeux, mais en 2 ans, quoi. Donc bon, s'il y avait pas eu ça, je pense que j'aurais été performant au moins 2 ans. Et puis on va le voir pourquoi, mais voilà. Et puis je dis, il faut pas la laisser passer cette occasion, même si bon, voilà, c'est quand même pas anodin. Ouais, voilà. T'arrêtes le bateau, quoi. T'arrêtes le bateau. Voilà, bon, tu vas naviguer, mais c'est fini, quoi. Bon. Et je dis ok. Le matin, pour aller à Toulouse, les championnats de France. Pourquoi Toulouse? Ils voulaient créer une structure sur Toulouse. Elle s'est créée. Elle s'est créée. Pas avec moi, mais on va voir. Bon, Toulouse. Ok, je dis Toulouse. En plus, mes parents sont installés à Albi. Bon, mon frère est à Albi, voilà, et voilà, bon, je dis super. Et les championnats de France se passent, je suis champion de France. Alors que j'ai jamais été, j'ai été 3e en 78, champion de France en 79, 3e en 80. Et là, je suis champion de France ce jour-là. Bon, je fais la perf, voilà, bon. Ça questionne ta décision du matin ou pas? Eh ouais, bien sûr. Mais je dis bon, je dis non, je peux pas, je finis là-dessus. Bon, c'est pas mal. Et effectivement, le soir, reconvoqué, ils me disent, on a un truc à te dire, non mais c'est plus Toulouse, c'est Besançon. Ok. Bon. Besançon. Bon, je connaissais bien. Pourquoi Besançon? Parce qu'ils voulaient implanter un pôle à Besançon. Enfin, on disait pas pôle, on disait centre d'entraînement à Besançon parce que la Franche-Comté était forte, hein, Montbéliard, pourvoyeur de pagayeurs, hein, de haut niveau. Bernard Renault, Claude Jacomino, Castelin. Enfin bon, il y avait une source pas Castelin, pas beau. Et voilà. Donc la réflexion sur les centres d'entraînement était basée sur les profils d'athlètes qu'il y avait. Voilà. Profil d'athlète, les possibilités d'avoir des rivières, des bassins naturels à l'époque, mais à proximité. Et donc Rennes, Toulouse, Besançon. Donc là, c'est Éric Héclin, hein, le penseur, qui était entraîneur national, mais directeur d'équipe de France, il faisait tout, hein, à cette époque-là. Et c'est lui qui avait pensé ça. Et c'est lui qui me recrute, via le DTN. Mais c'est lui qui, bon, il y a eu des Rubik's Cube à ce moment-là, des postes qui sont pas libérés et tout, dans la journée, hein, là, des gens qui sont désistés, etc. Et il me dit, voilà, c'est Besançon, donc tu prends. Entre-temps, il y avait avec Yves Ollery, le fait de savoir si on prenait des catégories, hein. Yves Ollery aussi était recruté entraîneur, il fallait se répartir les catégories. Donc moi, dans mon idée, c'était C1. Mais dans l'idée de Yves Ollery aussi, c'était C1. Et Yves Ollery, c'était un des fils de Jean Ollery, un des frères des deux qui ont été troisième au jeu de 72 et qui était déjà recruté comme cadre technique national canoë, mais il avait pas encore, il était juste, il venait de rentrer, quoi. Et là, entre nous, bon, on discute. Et puis, il sentait bien que moi, j'avais envie de prendre des C1, bon. Il dit, ok, moi, je prends les C2. Bon, puis, ça matchait mieux, lui, avec les C2 que moi avec les C2, même si j'étais un ancien C2. Et donc, voilà. Puis, je dis à charge de revanche. Voilà. Et donc, je me retrouve, donc, jeune entraîneur, le soir des championnats de France, champion de France, en titre, et à entraîner les gars avec qui j'ai fait les championnats du monde 15 jours avant. Hervé Madoré, Jean Sennelier, Claude Jacomino, mon frère qui commençait à pointer son nez, mais qui était 5-6e français. Dont certains qui étaient plus vieux que toi. Ouais, Hervé Madoré était plus vieux. Dans l'équipe de France, il y avait Gérard Lacroix qui était plus âgé. Enfin bon, voilà. Donc c'est pas simple. Au mois de septembre, on se retrouve avec cette responsabilité, mais bien encadré par Eric et puis les collègues. Bon, pour moi, c'est aussi un autre bonheur. Voilà, j'arrive entraîneur national. Bon,
ça fait pas encore 10 ans que j'ai pris une pagaie réellement dans les mains. Bon, c'est super, enfin, c'est une progression, donc bon, ouais, je le vis en tant que tel. Bon, je me retrouve quand même à Besançon. Tout seul? Avec Michel, ouais, mais avec Michel Chapuis qui est CTR. Et Michel Chapuis, en fait, c'était un entraîneur qui m'avait entraîné pendant 2 ans, en 78 et 79. C'était à l'époque qu'il n'y avait pas d'entraîneur dédié, donc c'était les CTR. Jean-Louis Ollery, qui était CTR, avait les C2 en responsabilité à Jonquière, au championnat du monde. Chapuis, donc Michel Chapuis, avait les responsabilités des C1, et je le retrouve. Je suis nommé à Besançon pour l'aider. Alors, une part de travail pour être CTR et une autre part de travail pour créer son entraînement et entraîner les athlètes qui allaient, comme à Rennes, commencer à se rassembler via cet élan que la Fédé avait mis, quoi. Et donc je me retrouve donc plus CTR de Île-de-France, un peu CTR Franche-Comté, entraîneur national de l'équipe en responsabilité des C1 et donc les stages d'équipe de France. Et voilà, ça commence. Donc ma vie d'athlète s'arrête là. Je continue à pagayer, à m'entraîner, mais à pagayer, je dirais même plus à m'entraîner. Mais je fais les championnats de France 80. Je suis déjà entraîneur et je fais 3e encore. Donc sans trop t'entraîner. Sur mon temps, voilà, sur mon temps libre, je m'entraîne plus. Mais bon, sur la technique, les petits jeunes que j'entraîne, il y en a que 2 qui sont devant, Madoré et Jean Sennelier qui gagne et Madoré qui fait 2e. Qui étaient du coup tous les deux venus à Besançon. Non. Eux, ils sont restés, voilà. C'est l'histoire des pôles. Petit à petit, les gens le pôle n'a pas le centre d'entraînement n'a pas ouvert tout de suite. Il est ouvert en 84 pour mettre en place. Voilà. Je pense que Rennes est rentré plus vite. Rennes pratiquement 82. Je pense que Jean-Yves c'était Roby. Non, Roby était compétiteur encore. Non, donc c'est ça. Quand Jean-Yves a arrêté, après Ballard, voilà, 81, voilà, et ça a commencé, mais tout doucement au départ, et ce n'est que petit à petit on a fait d'abord avec les athlètes locaux, donc Bernard Renault, les frères Marino, voilà, et puis des niveaux régionaux, quoi. Et donc les premières armes d'entraînement au quotidien, c'est avec ces gens-là, pas de haut niveau, quelques-uns de haut niveau, quoi. Et bien sûr l'équipe nationale, donc les Madoré, Jean Sennelier, voilà, mon frère, qui se sont retrouvés sélectionnés à Bala, donc championnat du monde 81. Bala, c'est où? Bala, c'est au Pays de Galles. Et nos premières armes face aux Américains, qui nous mettent des ratatinés sans arrêt sur les coupes d'Europe qui viennent courir, quoi. Ah oui, d'accord. Et est-ce que quand on te propose ce poste pendant les championnats de France, tu te dis il y a les Américains dans le coin de la tête, est-ce que c'est un défi par rapport à eux? Non, je pense que le défi il est venu après. Pendant le choix là, autour la veille des championnats de France et tout, c'est beaucoup plus personnel. Il y avait ma compagne qui était avec moi, donc ça a été important dans mon choix parce que bon, c'est déménagement, c'est pas simple, quoi. Donc là aussi, elle a participé à ce choix, quoi, parce que elle avait un bon boulot, elle savait pas ce qu'elle allait retrouver à Besançon, du coup. Je pense pas les Américains, c'est venu après. C'est plus mon choix personnel de réorientation. C'est pas anodin. Je sortais de mon accident, j'étais revenu. J'avais vraiment une force pour revenir. Et là, bon, j'ai l'impression qu'on m'arrête. Mais bon, je pense que a posteriori, je pense que le choix était bon. J'aurais peut-être été dans les 5 meilleurs à Bala, voilà, mais j'avais pas la classe pour monter sur le podium. Et en fait, j'ai jamais regretté le choix que j'ai fait, jamais, parce que je restais dans ce qui me plaisait, le contact avec les athlètes de haut niveau, ce que je pouvais leur apporter. Donc bon,
bon, c'est pas comme quand on te dit bon ben t'es entraîneur national et puis tu vas te retrouver à la DD, voilà, ou t'es entraîneur national. Bah, là c'était quand même TCTR, tu deviens entraîneur national, c'est quand même une promotion, une super reconnaissance de tes pairs, puisqu'ils disent que tu es capable d'entraîner l'équipe de France. Bon, ok, bon. Ils ont sûrement raison, hein, mais je sais pas s'ils ont eu. Enfin, bah, après la suite peut-être le prouvera, mais en tout cas au départ non quoi. Et alors, comment tu t'y prends au début quand tu débarques super jeune à Besançon, que tu connais pas forcément, avec une Non. équipe de canoë à gérer? Bon, t'avais déjà beaucoup entraîné à l'époque. Alors, on n'entraînait pas au quotidien. J'avais jamais été entraîné au quotidien. On n'entraînait pas au quotidien. Alors, sauf des gros clubs qui entraînaient au quotidien quand ils avaient un cadre qui correspondait. Moi, j'avais jamais entraîné au quotidien. J'avais jamais été entraîné. Michel Chapuis venait en stage et on a été entraîné pendant le stage. Donc, stage des fois à la Toussaint, un stage de février aux Roches, un stage à la Tue, un stage à Saint-Pé, et voilà, c'était ça, hein, les préparations, et puis un stage de préparation au championnat du monde à Goumois ou à Bourg, et puis hop, on part au championnat du monde. Donc on était encadré de temps en temps par des gens compétents, mais pas au quotidien. Donc voilà, après on retourne sur tes bases. Si t'as des bons, voilà, si t'as des bonnes bases d'entraînement, voilà, tu continues. Sinon voilà. Et donc moi la perspective c'est voilà, non la perspective en fait, ce qui était la plus on va dire pas stressante, mais si stressante, c'est le premier stage à Roche, équipe de France, premier stage équipe de France. Euh, voilà, où je retrouve mes collègues, hein, Jean Sennelier, Hervé Madoré, mon frère qui pointe son nez, Claude Giacomino, bon, j'étais leur partenaire d'entraînement, je deviens leur entraîneur, et je me rappelle toujours sur le pré, là, tu connais bien, toi. Bon, les gars, et ben voilà, il y avait eu une course juste avant, et voilà, on va rester 5 jours ensemble, bon, voilà, et bon, et cerise sur le gâteau, il y a Ron Lockbill, un des meilleurs Américains, qui vient 6 mois en France. Et je dis bon ben, allez, lui il faut qu'on le, on va le mettre dans le team. Donc je demande à la Fédé, ils sont d'accord pour le prendre en charge sur tous les stages d'équipe de France. Et nous on l'héberge, mes parents l'hébergent à Albi pendant les inters, voilà. Et lui donc il m'a accompagné en fait sur les 6 premiers mois. Donc en même temps c'est une charge émotionnelle parce que bah, lui il est entraîné par Endicott, bon voilà, il est meilleur que le meilleur des Français ou l'équivalent. Donc on a tout à gagner, mais c'est pas simple à entraîner déjà tes collègues plus lui. Bon et bon. Il a joué le jeu de la collaboration. Super, super. C'est un gars qui est super. On a gardé bien sûr des contacts après. Et non, il a joué super vraiment. Et surtout mes collègues, Jean Sennelier, Hervé, Claude Giacomino, tout ça, bon, ils m'ont accueilli. Bon, effectivement, ils se rendraient bien compte. C'est pas simple, mais ils ont été bienveillants. Et puis, ça m'a fait tout de suite prendre conscience que moi, je n'étais pas dans dans l'entraîneur qui est dans le descendant, mais plutôt dans la co-construction. Et c'est ça tout de suite qui m'a mis dans la co-construction, parce que bon, ils en connaissaient autant que moi. Voilà, on venait du même niveau, même milieu, et donc ils m'ont appris à entraîner, mais ensemble quoi. Et donc ça c'était super plaisant parce que j'ai progressé avec eux. Et quand en plus c'est des têtes bien pleines, Hervé Madoré, Jean Sennelier, voilà, j'ai maturé avec eux, et voilà, et on a progressé. Alors bien sûr, et là, tout de suite, bien sûr, la ligne de mire, c'est les Américains. Très tôt, il y a des pagayeurs qui sont allés. Jean Sennelier allait s'entraîner un hiver chez eux. Voilà, mais ils nous ont. Alors ça donnait quoi un entraînement en hiver chez eux Bah, lui, Jean Sennelier, il est revenu avec plein de méthodes, le 5x5, là, les five. Les five, voilà. Les five, c'est arrivé de ça. C'est arrivé de ça. Voilà, il a importé ça. Moi, je suis rentré quand même en relation avec Endicott. Bon, des déplacements. Voilà, on essayait de s'approprier
leur technique, voilà. On a fait des stages communs, on les a invités, on a fait des compétitions inter à Goumois, où on leur dit bon, vous pouvez venir faire ces stages, on vous héberge, donc c'était déjà pas mal, on prend pas en charge et vous pourrez vous entraîner dans de bonnes conditions et vous ferez à la fin une compétition inter qui a attiré du monde. Forcément, il y avait les Américains, donc voilà, au cours des années, on s'est approprié leur technique, à la française, à la mode française, mais ce n'est alors, résultat de Bala quand même, champion du monde, Jean Sennelier fait 3e. Et l'équipe de C1, formée d'Hervé Madoré, Jean Sennelier et mon frère, font 3e, 2e en course par équipe, devant les Allemands, derrière les Américains. Et bon, les premiers qui ont vraiment, alors Jean Sennelier, le premier à avoir battu les 2 autres Américains quand même, c'était quand même pas mal. Et petit à petit, on a grignoté, on s'est rapproché d'eux jusqu'à un moment donné, les dépasser. Et à partir de 89, après 89, déjà en 88, 89 à Bourg-Saint-Maurice, Manu Brugvin, Carlo Falocci ont fait 1 et 2 devant les Américains au moment où ils étaient encore bien. Sur quelle course? Bourg-Saint-Maurice, une Coupe du Monde. Ah, sur une Coupe du Monde en 89. 89. Alors 88, 89, c'est vraiment la première fois où on commence à marquer vraiment le signe que il faut compter sur les C1 français, même si entre-temps bon il y a eu mais il n'y a pas une médaille au championnat du monde entre 81 et 89. Et dans 89, médaille de Thierry Humeau à Savage River. Thierry Humeau qui vit maintenant aux États-Unis et qui faisait partie, qui lui aussi. Donc là, il y a toutes des générations successives, bien sûr. Pendant 20 ans, j'en ai accompagné qui ont fait avec un turnover, mais de turnover de progrès. Est-ce que c'est vrai que pour pouvoir s'entraîner avec le groupe de Bill Endicott à Washington, c'est ça, il fallait montrer sur les premiers chronos que tu étais capable de suivre? Oui, c'est vrai. Mais ce qui était le plus pas traumatisant, mais c'est qu'ils s'entraînaient très tôt le matin, très tôt, et des fois le soir, mais c'était des erreurs, des horaires décalés, et ça les Français n'étaient pas habitués. Et c'était pourquoi ces horaires décalés? Mais parce qu'ils étaient étudiants, parce qu'il y en a qui travaillaient, parce qu'Endicott travaillait, et donc ils s'entraînaient très tôt. Il y avait aussi la base de sous-marins. Alors là, les Français n'ont pas eu le droit, les étrangers n'avaient pas le droit d'y aller, mais eux, ils s'entraînaient très tôt. Avant les essais de Carène, ils allaient s'entraîner. Donc, c'était toujours très tôt avec Endicott. Et donc, les Français, il fallait qu'ils se mettent à ce rythme-là. Il y en a plusieurs qui sont allés, Thierry Humeau y a été. Et après, il laissait pas quand même n'importe qui y aller. C'est Endicott, il était malin. Quand il accepte Jean Sennelier fait 3e à Bala, donc ça l'intéressait de bien voir qu'est-ce qui se passe chez les Français via Jean Sennelier. Le gars, il est intelligent, quoi. C'est pas voilà, et loin d'être bête. Et Desmonti aussi, meilleur italien, il a eu le droit aussi. C'était pas n'importe qui y allait quand même, quoi. Et donc petit à petit, donc le niveau a augmenté. Et donc une première satisfaction, c'est quand Manu et Carlo font 1 et 2 à Bourg devant John Luckbill et David Hearn, quoi. Quand même bon. Et à partir de ce moment-là, eux, ils ont continué. En 89, ils font. En 89, il fait John gagne encore, c'est son dernier titre. Ils sont encore très forts. Et à partir de 89 à Savage. Et après, en 91 à Tassen, Jacques Avril fait 3. Et c'est Pollert qui fait 1. Et les Américains commencent à... Alors, ils sont là encore, mais voilà, ils sont plus performants comme il était avant. Il y a les Tchèques qui dominent Pollert. Il y a les Allemands, il y a, voilà, et les Français qui prennent la suite. Et donc la construction avec je parlais des succès, voilà. Mais si on regarde les autres catégories, c'est pareil. Les kayak dames ont progressé avec Eric Eklund. Les C2 étaient déjà
presque les moteurs, puisque les calories font troisième à Jonquière. Ils font de nouveau troisième, je crois. Je sais plus où ils gagnent. Ils gagnent un championnat du monde. Voilà, les C2 moteurs, les kayaks dames vont le devenir. Les kayaks comme aussi, Jean-Yves à Bala fait troisième. Et Jocelyne fait troisième aussi à Bala. Donc on sent, voilà, les Français commencent à monter en gamme. De là à décrocher, les premiers à décrocher, c'est les C2, c'est les kayaks dames, les kayaks hommes plus tard, et les C1 plus tard. Il y avait de la grosse concurrence, et les kayaks dames et les C2 ont tiré aussi les C1 et de l'époque. Hein. C'était un élan, et on se disait mais ouais, on est capable, les C1 quand même, bon, les Américains, mais on voit les kayaks dames qui gagnent, les C2 qui gagnent face aux Garbis, bon, petit à petit, voilà, ça forge ça c'est important, je pense, pour une nation de sentir qu'on est capable d'y aller, quoi, et puis de battre les autres. C'est à quel moment ce déclic? Pour les C1, Pour les C1, on a commencé à monter sur les podiums, mais je pense que le gros déclic c'est 89 avec la médaille de Thierry Humeau, et puis après c'est enchaîné. Carlo Falosci à la Coupe du Monde fait troisième. Coupe du Monde, donc c'est quand même un super niveau, la Coupe du Monde, puis ces Américains courent, c'est plus la Coupe d'Europe. Jacques Aville fait 3 au Championnat du Monde à Tassen. Et là, bon, voilà, le déclic, c'est là dans les années 90 où fin des années 80. Ouais, voilà, on a des bateaux qui sont plus des copies des Américains, on a notre propre matos, on commence à dégager des méthodes d'entraînement qui nous sont propres. Et par exemple, le lactique qui était fait souvent à tort à travers toute la saison, bon, on commence à avoir une base beaucoup plus construite avec des pics de forme, avec voilà, on rentre dans des choses qui sont alors les Américains l'avaient, mais d'une manière un peu différente, et des formes plus on va dire plus lactiques à l'époque, et les courses duraient 4 minutes en C1. Donc c'était l'aérobie avait une part quand même importante, même si ça s'est réduit. Mais les Américains faisaient peu d'aérobie. Nous on a développé. Alors après ça s'est relissé, hein, mais bon et nous les entraîneurs, on se sentait à même à proposer des propres méthodes d'entraînement, le travail de la préparation physique, hein, le travail de musculation qui est apparu, le travail avec les préparateurs mentaux qui est apparu aussi. Assez rapidement, moi je me suis fait accompagner moi-même très tôt en tant qu'entraîneur par les psys, et je le disais aux gars que je coachais, je les amenais eux aussi à se faire accompagner. Donc à Besançon, j'avais 3-4 préparateurs mentaux, où j'avais un psychiatre, j'avais des psychologues, j'avais des préparateurs mentaux, et ils choisissaient avec qui ça matchait. Il y en a qui me disaient non, il y en a qui me disaient oui. Et je les incitais, moi, je leur disais, regarde, moi, je travaille avec lui, c'est pas bon. Donc tu as cherché à construire à Besançon tout un écosystème autour de la perf. Ouais. Il y avait aussi du médical, kiné, ostéo. Bien sûr, kiné, ostéo, à Frédéric Allman, que j'ai tout de suite qui a tout de suite eu un rôle important, mais le service médical aussi du CHU de là-bas, avec Hubert Bourdin, avec tout de suite assez rapidement à la méthode Endicott, j'ai essayé de mettre en place une base d'entraînement où il y avait les formations aussi, essayer d'avoir avec les STAPS, avec Chalin, avec des accords, voilà, pour essayer de tout ce qui se fait maintenant dans les centres, les pôles France. Mais j'étais pas le seul, hein. Je pense qu'à Toulouse et puis à Rennes, ils faisaient la même chose. On communiquait beaucoup, hein. Assez rapidement, voilà, il y avait un pool médical, des kinés qui venaient, Fred Allman associé assez rapidement dès les années 83, 84,
85. La mise en place, j'ai créé donc la Malate, donc c'est en aval d'un barrage. J'ai mis en place des enrochements, il y a les péniches qui passaient, donc c'était un peu compliqué avec la navigation, mais il y a des câbles qui passaient au-dessus des péniches, ça c'est très difficile à avoir comme accord. Et une base d'entraînement d'eau vive qui était aussi intéressante, qui est apparue en 87, 88 les premières portes, en eau vive, à 1 km du centre-ville de Besançon. Et une bonne base d'entraînement qui serait maintenant peut-être un peu obsolète, mais là c'était vraiment une bonne base d'entraînement. Voilà, mise en place de tout ce qu'il fallait. Goumois qui est pas loin, on allait souvent, voilà, d'où l'apparition de cette aspiration, alors plutôt des Séens qui venaient à Besançon. Tu parlais comment ça s'est fourni, mais Carlo Falocci qui vient, Jackie Avril, bon, attiré parce que j'étais responsable C1, mais aussi Sylvain Curigné, des Anne Boixel, voilà, qui viennent. Alors, au même moment, tu sais qu'en 88, on a donné le choix aux athlètes de choisir leur entraîneur pour cette Olympiade-là, de 88 à 92. Et donc, en fait, ceux qui choisissaient l'entraîneur, eh bien, ils se sont rapprochés du lieu où ils étaient. Donc, Anne Boixel m'avait choisi comme entraîneur. Donc, elle est venue à Besançon. Sylvain Curigné m'avait choisi. Bien sûr, des C1 m'avaient choisi. Et donc, ils se sont rapprochés de Besançon. Ils se sont venus s'installer à Besançon. Donc, c'est la fin 88 du catégorie. Ouais. Pendant 4 ans. Jusqu'en 92. Et en 92, donc, je coachais 3 embarcations différentes, un kayak, une kayak dame et 2 C1 au jeu de 92. Et donc tu ramènes 2 médailles. 3 médailles. 2, pardon. 2 médailles. 2 médailles. Donc Sylvain et Jackie. Sylvain et Jackie. Et Sylvain en argent et Jackie en bronze. Mais donc c'est voilà la mise en place. Alors le visionnaire, c'est Éric Quéclin, qui avant même que le ministère mette en place voilà, ses centres d'entraînement, etc. Lui, il a eu la vision de dire ah non, il faut qu'on décentre, voilà, et qu'on crée des pôles pour, alors on dit des pôles, mais des centres d'entraînement pour attirer et pour profiter de l'émulation des gars pour qu'ils s'entraînent ensemble. Et moi, j'entraînais les 4 meilleurs français à Besançon à un moment donné, quoi. Après, bon, les kayaks dames, il y avait quand même d'autres kayaks dames, mais Anne, il y avait quelques concurrentes. Hein. Les kayaks bon, Sylvain était outsider avant les Jeux, mais il y avait d'autres. Il y avait Jean-Yves Chetin. Il y avait Vincent Redon qui venait de temps en temps. Donc voilà, c'est une aspiration et une mutualisation. Et bon, les C1, Carlo Falossi, Emmanuel Brugvin, Jackie Avril, Hervé Delamarre. Alors Hervé Delamarre, je suis allé le chercher, le Normand, mais il voulait pas venir. Si, mais lui il pensait pas à ça, lui. Et voilà, et il fait le BG et tout ça, et donc voilà, ça crée. Mais ils s'entraînaient tous ensemble, quoi. C'est ça qui est incroyable. Et ils visaient les mêmes places, et ils visaient les mêmes sélections au moment des sélections. Et voilà, on arrivait à chacun arrivait à trouver son compte, à naviguer avec l'autre tous les jours. Comment tu gérais ça? Tu avais mis un système de règles en place? Ouais, j'avais mis un cadre en place, mais je reparlerai du cadre. Alors, un cadre beaucoup plus, on va dire, prégnant avec la génération Brugvin, les frères Estanguet et Yves, mais un cadre on va dire de non provocation, Pas le droit de chambrer? Pas trop le droit de chambrer. C'est réservé au C2 le chambrage ou... Ouais. En tout cas, bon, moi j'ai un caractère, je suis pas un chambreur né, hein, ça se sait, ça se sait. Mais en fait, peut-être que le profil des athlètes qui venaient dans mon groupe avait peut-être mon profil aussi, et donc ça matchait. Je sais pas. Après, on est repassé en catégorie après 92, et là on est retombé sur. Mais si tu fais du C1 un jour, c'est le petit Estanguet là. Il savait qu'il serait entraîné par Pierre Salamé un jour, peut-être. Donc voilà, mais en tout cas, ouais, je dis un cadre et bon, je leur prouvais que
c'est donnant, quoi. Si il donnait des choses, ben il fallait que l'autre en donne aussi. Hein, et donc il y a Jackie Abril, c'est un super caractère, c'est un bosseur. Sur l'eau, il est très particulier, mais lui, il était très vigilant à donner, mais il fallait que les autres donnent aussi. Mais il y avait un espèce d'équilibre, quoi. Et c'était son adversaire direct pour les championnats du monde, la sélection et peut-être le podium. Donc des Carlo Falocci ou Bruvin qui arrivaient en puissance à partir de 90. Et donc les trois meilleurs français là, quoi. Donc mais il y avait un modus vivendi que j'imposais quand ça bien sûr qu'il y en a qui disaient ah ben non bon souvent dans le j'avais beaucoup d'entretiens individuels avec eux et aussi des entretiens collectifs souvent, hein. Donc j'avais cette renommée là et après on disait Pierre Salamé ou Pedro à la Réunion, lycéen en Réunion, bon. Mais pour moi c'était important qu'il y ait de la lisibilité et que ça soit carte sur table d'entrée, même si ils étaient dans la concurrence directe, quoi. Et ils savaient qu'il y en avait que 5 à un moment donné, et il y en avait que 3 qui iraient au jeu, parce qu'il y avait encore 3 places, et puis il y en avait d'autres qui jouaient. Et voilà, et bon, c'était bon, peut-être par mon caractère, par ce qui s'est co-construit avec eux, quoi. Et ils s'étaient bien rendu compte que la puissance du pôle venait de leur mutualisation de leurs valeurs, de leurs compétences, de leur et donc on est arrivé à avoir donc voilà alors il y avait des petites luttes hein, interpôles entre Rennes, Toulouse. Bon, je pense que c'était pas si exacerbé que ça, mais on arrivait avec notamment sur par exemple les courses de sélection avec notre team, donc notre kiné, donc Frédéric Allman, souvent il y avait les chiro, hein, Fred chiro, kiné, donc c'était une jeune femme, le médecin Hubert Bourdin, et on arrive avec nos chronométreurs, nos vidéastes, et Rennes faisait pareil. Bon, c'était un peu de la dépense d'énergie tout azimut, mais on avait chacun un team, quoi. C'était vraiment le team, c'était beaucoup plus un team pôle. Hébergés tous ensemble. Même démarche, voilà, quoi. C'était et on sentait hein, le team, donc le team Besançon, le team Rennes, le team Toulouse. Il y avait des gros clubs, mais souvent Jacques Abril qui était à Épinal, il se mettait dans le team pôle parce que il y avait la performance. Et, bon, elle était là, quoi, à cette époque-là. Hein. Et donc nous, on essayait entre entraîneurs de pas trop exacerber ça. C'était pas simple, mais on arrivait et on discutait, on échangeait. Voilà, on se faisait fort quand même de continuer à communiquer entre pôles, entre entraîneurs de pôle. C'était le danger quand même. Hein. Quand tu dis que tu faisais beaucoup de réunions collectives avec tes athlètes, et notamment avec tes C1, comment tu faisais pour gérer tes réunions et que tout se dise sans que ça se tire dessus ou juste ça peut être je sais qu'on fait des fois des réunions où il y a le cadre qui parle et puis les athlètes qui se regardent les bras croisés et qui attendent. Non, bon, j'ai l'impression qu'on était quand même moi j'entretenais une co-construction. Au moins, sauf si j'arrivais avec des idées, mais en tout cas, je voulais qu'elle soit partagée, qu'elle soit décidée ensemble. Et donc, tant dans la construction de la saison, dans la construction d'une semaine de préparation de course, et c'est là que les autres voyaient, donc à l'époque, dans les dernières années, la réunion des C1, c'était chaque soir. Chaque soir, il y avait une réunion C1. Donc, qu'est-ce qui s'y passait? Qu'est-ce qu'on fait demain? Comment ça s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire demain? On faisait pas tous la même chose, hein, mais au moins qu'on sache pourquoi tu vas pas faire les parcours longs, toi, Carlo. Pourquoi Manu, tu veux pas naviguer? Pour qu'ils sachent que c'est pas, il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas de procès. Voilà. Moi, je tenais à ça. Et ça c'était voilà clair.
Alors ensuite, effectivement, ce travail était pesant pour eux, hein, ce travail de réunion là, je faisais même les reconnaissances aux championnats du monde à Atlanta à trois. Les trois pagayeurs descendaient avec moi. Donc, à un moment donné, ça a éclaté parce qu'à un moment donné, effectivement, c'était trop. Ils visaient la même place et donc après Atlanta, on a fait un entraînement beaucoup plus individualisé. Il y avait toujours des réunions collectives, mais les vidéos, par exemple, entre les manches, ça se faisait individuellement. Les préparations de course, ça se faisait individuellement. Donc j'ai beaucoup plus individuel. Et moi, j'ai été accompagné par un nouveau coach et qui lui tout de suite a vu que là il y avait de la déperdition d'énergie. Et donc on a mis en place cette nouvelle organisation avec son aide, hein, euh, Gilbert Avanzini, et en accord, et on co-construisait avec eux. Donc Gilbert Avanzini, il m'accompagnait, il accompagnait pas les pagayeurs, mais avec eux, on mettait en place les systèmes. D'accord? Donc, exemple, système pour essayer de bien équilibrer et qu'il n'y ait pas de non-dit, de gars qui, ouais, tu préfères un tel, tu préfères un tel, tu préfères un tel. On avait par exemple, à partir d'Atlanta, on avait 45 minutes pour regarder la vidéo. On divisait en parts égales les 45 minutes. Et je me suis aperçu que l'ordre importe de passage. Parce que moi, je connais plus les chronos, etc. Donc, un ordre de passage qui était déterminé par l'ordre de la première manche, enfin, des choses qui sont pour l'égalité totale. Donc ça, c'était très régulé. Et alors, c'était quoi la règle? Qui passe en premier à la vidéo? Ah ben, au départ, c'était le classement inverse de la première manche, mais on s'est aperçu que c'était pas bon, mais toujours en co-construisant avec les autres. Et donc, on s'est dit, ben, le premier de la première manche, il choisit son ordre. Il avait 4 créneaux, 3 créneaux. Il choisit l'endroit où il veut se mettre. Donc, voilà. Le deuxième, ben, il a encore 2 choix. Le troisième, il se ramasse le dernier choix. Et il y avait une montre, grosse horloge, parce que il s'était aperçu que si il mangeait du temps à l'autre, il mangeait du temps à l'autre si ça durait trop longtemps. Donc, on a mis une horloge et puis on disait, bon, t'as 12 minutes, parce que chacun a 12 minutes. Voilà. Donc, c'était vraiment pour clarifier, mais il y avait de l'enjeu, hein, enjeu de sélection, enjeu des championnats du monde, ou voilà. Donc, voilà. Et ils pouvaient tous monter sur le podium. Donc, c'était ça quand même. À un moment donné, Patrice Estanguet, Emmanuel Bourgvin, Tony Estanguet, Yves Narduzzi, ça c'est championnat du monde au Brésil. Bon, c'est des gens, voilà, ils montent sur le podium, c'est plus l'outsider qui dit de toute façon, bon, je suis là déjà, je suis content d'être là, je suis au championnat du monde. Non, les gars, ils venaient pour monter sur le podium, pour être bien classés dans le ranking, bon, tu peux pas, voilà. On va revenir sur cette génération un peu après, mais juste, je voulais savoir comment tu as géré le retour au jeu en 92. Le slalom qui redevient olympique. J'imagine que ça a exacerbé un peu tout dans la préparation, dans l'approche des athlètes et tout. Comment tu as préparé tes athlètes au retour aux Jeux olympiques? Je pense que là, on a une démarche collective de direction technique. Bon, la course en ligne était habituée, puisque ils ont toujours... et donc, on a fait des stages de préparation avec la course, pas athlète, hein, coach, je parle, avec la course en ligne. On a échangé. Et bien sûr que nous, ça nous a excités à fond. On a demandé même l'équivalent de salaire d'un entraîneur de course en ligne, bien sûr. Parce que voilà, on Faut est pas perdre le nord quand même. Ah non, quand même. Qui a été avec difficulté mais accepté. Et par rapport aux athlètes, on a préparé l'événement parce que on a eu très vite conscience en parlant avec les gars de la course en ligne que c'était plus le même événement qu'un championnat du monde. Donc ça, tout de suite, on l'a bien senti. Le directeur de l'équipe de France de l'époque, ça devait être Jacques Roisin,
par souvenir, je crois, oui. 87-92, jamais, je crois. Voilà, c'est ça. Et donc, avec lui et avec le DTN Hervé Madoré, exemple. Donc, Hervé qui est passé de Qui est athlète passé, entraîné par voilà, toi à voilà. ton chef. Non, oui, athlète entraîné par moi pendant quelques années. Il est passé directeur des équipes de France, slalom, et ensuite DTN. Donc bon, voilà, mais bon, ça s'est super bien passé. Bon, quand t'as partagé certaines choses après, bon, ben il y avait un respect, hein, mais bon, il jouait son rôle de DTN, mais bon, c'était quand même plus facile. Exemple, on a fait un stage de rentrée où on a fait venir, je crois que c'est Hénard, un gars qui avait été champion olympique en tornado en 88. On l'a fait intervenir un stage de rentrée. Tornado, c'est la voile. C'est la voile. Et qui lui avait vécu l'Olympiade. Et puis un autre entraîneur. Alors lui, il était athlète, il continuait à être athlète. Et puis un autre entraîneur, je sais plus. Voilà, pour essayer de s'approprier voilà, qu'est-ce qui allait nous tomber dessus, en anticipant beaucoup. Et je pense que Hervé, Jacques, les coachs et les athlètes s'y sont conformés en fait. Et on s'est vraiment formaté, style, on n'a pas été voir, alors qu'après on l'a toujours fait, mais on n'a pas été voir la cérémonie d'ouverture parce que c'est comme toujours là 3 jours avant la course. Et on s'est dit non, on n'y va pas. Il y a juste, alors on laissait la possibilité aux athlètes d'y aller. Il y a juste Manu Brugvin et Anne Boixel qui sont allés. On laissait le choix. Hein. Et les autres ont dit non, on préfère parce qu'il y a des déperditions. Bon, on a changé d'optique après. Mais en tout cas voilà. Donc c'était, ça montre comment on a pris la mesure de la course extraordinaire que ça allait être. Les médias, donc des filtres médias, Là, on s'est vraiment penché sur la question pour essayer de ne pas se faire manger par l'événement, par les médias, par voilà. On était à l'extérieur du village, on avait un village olympique autonome à Séoul, mais il y a quand même voilà, c'est autre chose les jeux, et donc et les résultats ont prouvé qu'on s'était pas trop trompé. Hein, puisque je pense pas que les gens aient été inhibés par l'enjeu. Bon, on peut refaire la course de chacun, hein, mais bon, on a quand même eu des bons résultats, hein, 3 médailles, c'est pas mal, quoi. Tu me racontais tout à l'heure sur les sponsors, notamment Adidas et compagnie là au jeu, tu avais défini des règles par rapport à ça. Donc pour la cérémonie d'ouverture, c'était ouvert pour les athlètes. Est-ce que toutes les relations aux sponsors, aux médias, etc., il y avait des règles pendant les jeux? Ah ouais, oui. Alors bon, par rapport au code vestimentaire, là, tu es obligé de rentrer dans son code. Donc c'est l'Adidas et tu portes de l'Adidas tout le temps. Donc ça, il y a pas à transiger. Et à partir du moment où tu es en situation équipe de France. Donc voilà, tu dois porter et ça a pas changé ça. Donc là, tu le sais, et même si bon, il y en avait très peu qui avaient des sponsors, même pas, je pense à l'époque, des sponsors vestimentaires personnels. Au niveau équipement, il fallait pas de pub. Bon, mais là, personne n'avait de pub. Donc niveau bateau, c'est pareil. Donc il y en a qui avaient de la pub. Donc là, pas de pub, mais bon, c'était tout le monde pareil. En revanche, des filtres effectivement sur les médias, des filtres sur les parents, des filtres. Bon, on avait déjà un peu l'habitude de créer une maison France qu'on avait testée je crois, à Tassène en 91. Donc, mais là encore plus préparé pour que les parents, la famille, les clubs aient un lieu de regroupement où les athlètes pouvaient retrouver voilà leurs parents, leur team, etc. La tribu, voilà, c'est le début de la tribu. On n'appelait pas ça encore tribu, mais voilà. Et ça avait été pensé. Hein. Assez haut, très rapidement, on avait loué une maison. L'équipe de soutien, très important, l'équipe de soutien, une équipe de soutien qui était rodée, qui donc Richou, enfin tous les connus de Jean-Louis Tessot, Ouais, justement, Jacques me parlait de cette équipe de soutien là, qui peut représenter jusqu'à 10 personnes. Ouais, quoi. Ouais. Ça avait quel rôle, quelle importance pour toi
dans la vie du groupe? Alors, déjà, sur le plan technique, il n'y avait pas de chrono donné par l'organisateur ni de vidéo, donc sur le plan technique, c'était indispensable d'avoir cette équipe. Mais en même temps, c'était un support émotionnel pour l'équipe, puisque il y avait par exemple Paco, mais on connaît le lien entre Sylvain Curigny et Paco. Paco était dans l'équipe de soutien, et puis des gens qui savent mettre de l'ambiance comme Richou, qui ont des relations particulières ou qui ont été eux-mêmes athlètes, donc ils savent quoi dire, pas quoi dire. C'est important. Dans cette équipe de soutien, le profilage a été très très précis. Dans des gens qui pouvaient pas, on peut pas se permettre d'avoir des gens qui font des impairs, qui connaissent pas le haut niveau, etc. Donc tous ceux qui étaient là, ils avaient un profil bien défini. Je dirais pas un rôle, mais bon, on connaît Paco qui, pour arriver à dédramatiser, ben, on savait que s'il y en avait qui avaient besoin d'aller dédramatiser, ben, ils allaient à l'équipe de soutien et puis ça allait, voilà. Et donc il y en a qui étaient plus en retrait, Jackie, bon, il y allait, mais voilà. Il y en a qui étaient tout le temps, mais tout ça toujours bien piloté pour laisser par mois, et donc les réunions c'était bon, ok, tu vas à la réunion, tu vas voir là, bon, voilà, toujours moi c'était dans la transparence, voilà, anticiper dans la transparence et avec ces filtres, les filtres médias, c'est pareil. On savait qu'il y avait des journalistes qui pouvaient y aller dans la maison, bon, mais pas tous, et puis il y avait des coins, bon. Donc tout ça c'était très anticipé, et je crois qu'on a fait un gros effort grâce à Jacques Croisin, à Hervé, tout le staff qui s'est dit bon là il faut prendre, voilà, c'est pas un petit championnat du monde comme on va comme ça, non, c'est autre chose. Et ça a changé quoi quand vous êtes retrouvé au village olympique? Est-ce que 96 vous êtes au village olympique? Alors non. Sydney non plus? Sydney non plus. D'accord, donc c'est plus tard. C'est plus tard, mais on savait ce que c'était, parce qu'après, une fois que les jeux sont passés, les athlètes comme les entraîneurs pouvaient aller au village olympique parce qu'il y avait des places, et donc on a su comment ça se passait, et alors pour CO il n'y avait pas de problème puisqu'on avait c'était le collège que tu connais, donc bon, là c'était pas Disneyland, Disneyland c'était à Barcelone, c'était plutôt lugubre, mais bon en fait bon, ok. Pour Barcelone on avait aussi un lycée qui avait été transformé en village olympique, mais aussi lugubre. Ouais, c'était un campus en fait universitaire, et nous on avait notre propre base d'hébergement qu'on avait testé et tout, donc à Atlanta, donc super dans la nature, petite rivière, enfin entre en plus le village et le bassin, donc super. Mais donc là, extrait du voilà. Et Sydney, on était aussi à l'extérieur. On avait loué des maisons très tôt. 3 ans avant, on avait déjà pré-réservé des maisons près du bassin. Et c'était un lotissement qui était en construction. Et en fait, on changeait de maison au fur et à mesure qu'ils construisaient, puisqu'on a été s'entraîner assez vite. Mais on avait nos bases là. Et après, on a été, bien sûr, dans le village, et puis la soirée Adidas, la soirée Samsung, on l'a vu, mais c'était fini. Une fois que c'était fini. Ok. Toujours sur cette période-là, autour de 92, vous passez sur des courses plus courtes, des bassins qui sont de plus en plus proches des bassins artificiels qu'on a maintenant. Comment tu abordes ça en tant que coach et technicien? En fait, ça s'est fait très progressivement, en fait. Je pense qu'à Jonquière, j'ai dû courir en 3,15. John, 15 ou 20 secondes mieux, quoi, mais bon. Mais ça tournait aux alentours de 3, quoi. Et petit à petit, donc, le temps de course se diminue. Et on voit, par exemple, à Augsbourg, tu connais Augsbourg, on partait tout à fait en haut, là-haut. Et maintenant, on en est à la bifurcation, quoi. Tu te dis, mais avant, il y avait au moins 1 minute 30 de course. Mais ça s'est fait progressivement. Donc, dire on s'est pas dit, tiens, ça y est, maintenant, on
court sur du 1,30 et il faut modifier. Donc ça, c'est venu progressivement. Ça n'a pas été le cas quand même à Barcelone, assez haut? Non, assez haut, c'était dans le standard. Peut-être ça va été plus long. Ça a été plus long. Tassen, ça avait été déjà raccourci, je me rappelle. Donc CO, non, j'ai pas souvenir d'une adaptation spéciale au niveau, tu vois, de la modélisation de l'entraînement par rapport à ce temps de course. C'est venu très progressivement. Et alors si on compare sur 10 ans, alors bien sûr, là il y a eu de la méthodologie qui a évolué, mais pas d'une année sur l'autre. J'ai pas souvenir mais du tout de ça. Et je dirais même que les qualités des pagayeurs a progressé en fonction de ça, mais voilà, très progressivement. Et Tony qui arrive en 95, 96 en équipe, ben déjà il a un format de course qui est plus court. Lui, il a connu que du court. Il a jamais connu des courses à 3 minutes, quoi. C'était combien déjà en 95? Ça devait être 2 minutes et quelques, je pense, par là, 2 minutes 30. Entre 2 minutes et 2 minutes 30. Mais lui, il est déjà sur les mêmes filières que du 1 minute 30. Ouais, je pense que maintenant, par rapport c'est une autre filière encore. Ouais, et déjà, lui, et cette génération-là, l'évolution s'était fait sentir par rapport au début du moment où j'ai entraîné, quoi. Ouais, donc, c'était différent. Et puis aussi, les connaissances sur l'entraînement ont évolué. Donc, il y a tout ça, hein. Après, on peut pas dire que voilà, on s'est dit tiens maintenant ça y est c'est des courses courtes donc on s'entraîne sur du court. Non, ça c'est faux. Ça c'est venu progressivement. Et bon après effectivement les figures, les bateaux, les formes de bateaux, on n'est pas passé encore au bateau court hein, avant 2000, après 2000 ça s'est passé. Hein. Donc en 2000 il y avait encore les bateaux à 4 mètres, des bateaux qui entraient beaucoup mieux quand même, des bateaux plus évolutifs. Mais pas des bateaux qui tournent comme ils tournent maintenant. Donc ça, c'était quand même des poutres. Et la navigation, c'était encore des poutres. Mais du fait que ça soit plus court, les traceurs pouvaient se permettre de demander une intensité supérieure avec des figures plus difficiles, des figures, voilà, on va dire. Mais ça veut pas dire qu'en 79, il n'y avait pas de figures difficiles. Hein, mais voilà, voilà, en fait, le tracé évolue. En fonction des possibilités des bateaux, des possibilités techniques des gars, et là aussi il y aurait à bien discuter, mais en fait voilà, c'est venu très progressivement cette progression, on s'est pas dit voilà ça c'est. Est-ce que par rapport à cette évolution progressive, donc le groupe C1 français a été plutôt en avance dans ces années 90? Alors après 90, on commence à rentrer dans le Gotha mondial et les C1 français régulièrement sont sur le podium sur les Coupes du Monde, sont sur des podiums sur des jeux, sur des championnats du monde. Thierry Humeau 3e à Savage, Jackie Avril 3e à Tassen. De nouveau, Jackie Avril, 3e au Jeu de Barcelone. Hervé Delamarre, 2e à Mezzana, donc 93, où les filles font 1, 2, 3. Et là, on sent le niveau monter. Jeux Olympiques d'Atlanta, Patrice fait 3e. Et là, on sent, voilà. Et moi, ce qui m'a fait plaisir comme entraîneur, c'est quand tu vois, quand c'est le créneau des C1 français, des pagayeurs français, hein, équipe de France, et quand tu vois les adversaires venir voir ce que tu fais, bon, ça fait plaisir. C'est plus les Américains qu'on vient voir, tu vois, et quand tu vois que c'est les adversaires qui viennent voir naviguer les Français, bon, c'est voilà. Au niveau matériel, on devient des shapers.
Patrice qui shape, Manu qui commence à shape avec Surani. Donc là, on devient maître de notre technique, de notre méthodo de l'entraînement, de nos concepts de préparation. On a un team super élaboré avec un chiro, un kiné, le médecin. Enfin bon, là vraiment on est vraiment et là on sent qu'on commence à tutoyer les premières places. Et la première place réelle, ça va être Manu en 99 et Tony, la première médaille de Tony en olympique en 2000. Alors que pour les C2, ça avait été à Atlanta avec l'ami plate. L'ami plate qu'entraînait, mais Addison Ford, bien sûr. Et donc là, Sydney, Tony gagne, Manu fait quatrième ou quatrième. Et là, on tutoie le must, puisque champion du monde. Entre-temps, Tony en 2000 est champion d'Europe et champion olympique. Donc les trois titres sont français. Donc là, et là, j'avais annoncé après Atlanta que j'arrêterais ma carrière d'entraîneur après Sydney. Et donc, je tiens ma parole. Tu pars sur les C1 qui ont les 3 titres. Voilà. Bon. Alors bon, c'est le hasard, mais en même temps, le travail emmagasiné par les C1 depuis tant d'années, bon, et ça. Alors il y a un petit parallèle avec quand j'ai arrêté ma carrière. Tu te rappelles? J'arrête sur un titre de champion de France. Là, j'arrête sur un titre, 3 titres. Donc c'est bon, c'est tombé comme ça, mais pour moi, c'est voilà, j'ai achevé parce qu'on m'a demandé de continuer. Parce que Tony, champion du monde, bon, j'ai dit non, j'avais déjà été nommé sur le Krebs de Montpellier et j'ai dit non. Hein, bon. Et voilà. Et c'est Pilou qui a pris, Jean-Philippe Vuitton qui a pris la suite. Le groupe C1. Le groupe C1. Et là, moi, j'ai fait en sorte que ça se passe vraiment dans la transmission. Il est venu plusieurs fois chez moi. Alors lui, je l'avais entraîné pendant 7 ans, donc il connaissait. Il était au Pôle France de Besançon, donc il me connaissait à fond. Je le connaissais bien, et donc on a fait une transmission tranquille. Il était au courant de mes méthodes, ces histoires de manches chronométrées, etc. Mais il se l'est approprié. Voilà, moi j'ai voulu lui passer les commandes et sans continuer à tirer les commandes. D'accord ? Comment ça, ces méthodes de manches chronométrées? Mais je t'ai dit, entre les manches, pendant les analyses vidéo, etc. Donc ça, il savait tout ce qui se passait, parce que c'était quand même spécifique au C1 français. Et il savait ce que je faisais, mais lui, il s'est approprié ça, il n'a pas refait, mais il savait qu'est-ce qu'avaient vécu les C1, il se l'est bien approprié. Et moi, volontairement, j'ai coupé les ponts techniquement avec Bruvin, Tony, Patrice, Yves et compagnie. On discutait, etc. Mais j'ai pas voulu continuer à sous-entraîner ou voilà. Vraiment qu'il ait toute confiance en moi. Et je suis rentré dans l'équipe de soutien immédiatement avec Richou. T'as réussi à changer complètement de rôle et à rentrer dans l'équipe de soutien sans que ça fasse trop d'interférences avec tes anciens athlètes? Non, mais je me suis imposé cette discipline parce que c'était trop facile d'aller continuer à aller voir Manu ou Tony et puis j'avais vécu ça pas personnellement mais avec d'autres je voulais pas faire ça du tout. Je voulais pas continuer à tirer les ficelles, donc voilà. Et effectivement, je me suis mis dans l'équipe de soutien et pendant les championnats du monde ou les Jeux à Athènes, j'étais derrière une caméra pendant les courses. Voilà, je filmais. Bon, voilà. Et c'était mon rôle de filmer. Et je l'assumais et voilà. Et puis même avant, il y a eu Augsbourg championnat du monde, et puis pour championnat du monde. Mais bon. Et je me l'imposais, je dis pas que c'était facile, mais je me l'ai imposé et c'est pas pour ça que j'allais pas boire une bière avec Tony le soir, mais on parlait pas bateau, on parlait
mais pas du tout de sous-coaching ou d'accompagnement, pas du tout. Ça, je l'ai fait quand on me l'a proposé à l'INSEP, du coaching de coach, mais pas là, quoi. On va y revenir, hein, il ne reste pas beaucoup de temps, mais juste je voudrais qu'on discute encore un peu de cette génération, les frères Estanguet, Manu, Yves, qui a l'air quand même de t'avoir marqué. Non, ouais, enfin moi je colle cette génération à la génération qui a eu Endicott euh, à partir de 89, quoi. 79, 89. C'est une génération de rêve quand t'es entraîneur, d'avoir des pagayeurs comme ça, matures, performants, parce que ton ego, il y a un ego chez l'entraîneur, mais bon, performants. Et puis enfin, alors peut-être que ça matchait bien parce que j'ai un caractère comme ça, mais peut-être que ça aurait pas matché avec d'autres. Mais en tout cas, cette génération-là, Yves et Manu, je les ai coachés pendant 15 ans, de 85 à 2000. À Besançon. À Besançon, donc à Besançon. Mais cette génération, Patrice, de 93 à 2000, et Tony de 86 à 2000. Donc, et Hervé Delamarre de 88 à 2000. Bon, voilà. Carlo Falocci, voilà. Donc ces générations-là, elles s'est construite parce qu'ils ont fait du travail ensemble, parce que il y a eu un accompagnement qui était, je pense, bon. Et voilà. Et on arrive avec cette génération à partir de 96, mais il y avait toujours un Français sur le podium à partir de ce moment-là. Toujours sur une Coupe du Monde. Des fois, il y a eu des Coupes du Monde, 3 Français en Suède, par exemple. Bon, bon, mais eux, ça les a construits aussi, quoi. Et puis ça les a décomplexés du tout par rapport à Polaire, par rapport à Marriott, par rapport à parce que c'était plus les Américains, mais il y en avait d'autres, hein, bien sûr. Mais ça les a décomplexés par rapport à Martican, voilà, puisque c'est devenu après Martican. Mais voilà, on s'est décomplexé progressivement pour avoir cette génération, une génération en or, enfin pour moi, et puis des gens avec qui tu construis, quoi, tu vois. Et puis Gilbert Avanzini qui m'accompagne pendant cette période-là, et on co-construit un système qui a mené la perf avec Manu, Tony, Patrice déjà Atlanta. Voilà, on arrive à monter en puissance, et puis génération. Moi j'aime bien le sportif, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais. Moi j'aime bien, voilà. Et j'adore être dans ce milieu. J'y suis encore. Voilà, je suis avec des entraîneurs là, mais voilà, et j'accompagne encore Alors je coach plus sur le terrain, mais bon bref. Mais ça c'est une génération que tout entraîneur rêve d'avoir. Voilà. Deux Estanguet, Brugvin, Narduzzi, Delamarre. Voilà, bon, jadis Avril, Sennelier, Humeau, bon, Falocci, voilà, pour moi, voilà, moi, ils m'ont construit. Et ce que je fais actuellement là dans la salle d'à côté, mais c'est eux qui m'ont apporté, quoi. Bon, moi, je me suis co-construit avec eux, et voilà, dans cette génération, bon, c'est magnifique, quoi. Ça a pas été. Tu me disais tout à l'heure que ça a été un peu compliqué de gérer le moment. Je vais reformuler. Quand tu entraînais cette génération, tu entraînais Manu et Yves à Besançon, et tu avais les frères Estanguet qui étaient à Toulouse. Pau, Toulouse plutôt. Toulouse et Pau, quoi. Et comment tu faisais pour réussir à ce que chaque athlète sente que t'es son entraîneur, son entraîneur, tout en étant 90% du temps plutôt avec Manu et Yves. Alors ça a perduré jusqu'en 98, où j'arrivais en prouvant par rapport à mon contact avec eux, donc dans le relationnel, dans la communication avec eux. Mais où ça a été radical, c'est qu'en 98, j'ai quitté, à ma demande express, j'ai quitté
Besançon, pour m'implanter n'importe où, mais pas sur un pôle. D'accord? Le premier DTN avait dit OK, c'était Hervé Madoré, mais entre-temps, il a changé. Et c'est Antoine Gocci. Et j'étais encore à Besançon. Donc, il a fallu que j'argumente pour que Antoine Gocci accepte. Au départ, il me dit non. Tu vas aller faire à Montpellier. Il y a rien à Montpellier. Alors, je lui dis, c'est pour une symétrie d'entraînement, pour une symétrie. Alors, j'ai du mal à le convaincre parce que lui, Antoine Gocci, c'est quelqu'un qui a des convictions et qui les applique. Donc, j'ai bataillé. Et j'ai réussi par ma conviction à le faire accepter, mais il m'a dit attention, hein, t'as pas intérêt à te louper, hein, t'as pas intérêt. Je me rappelle quand il m'a dit ça. Ok. Alors de ce fait, j'étais à Montpellier. Alors ma règle là, elle était simple, hein, sur le plan financier aussi. J'avais un certain nombre de jours à aller passer avec chaque athlète. Donc j'allais sur le pôle de Besançon, tac. Mais si je faisais 5 jours sur le pôle de Besançon, j'allais 5 jours à Pau ou 5 jours à Toulouse. Et c'était tout chronométré, mesuré pour que ça soit égalitaire. Qu'il n'y en ait pas un qui me dise « Ouais, mais t'as passé ce stage avec là. » Non. Le stage au Costa Rica, à l'époque, on avait tous les lycéens aller au stage au Costa Rica en même temps. Même s'il y en a qui débordaient avant, il y en a qui débordaient avant. La règle, c'était qu'au Costa Rica, quand j'y vais 15 jours, chaque hiver, mais les 4 gars de l'équipe de France, ils sont en même temps. Pour pas qu'il y ait voilà, que ça soit clair. Parce que bon, c'est des fortes personnalités, hein, c'est pas des bénis oui, hein. Tony Estanguet, Patrice Estanguet, Yves Narduzzi, enfin, quel qu'il soit, c'est réglo, mais c'était réglo. Donc, égalitaire. Et après, bien sûr, on se retrouvait en stage classique, voilà, mais je parle Costa Rica, mais c'était Saint-Pé, hein, c'était Lélé, c'était Latu, bon, voilà, mais voilà, et donc là, ça rétablit cette symétrie. Et ni Patrice ni Tony m'ont dit après ça, non, ton cheval c'est Brugvin ou c'est Narduzzi. Jamais ils m'ont dit ça. Et quand Patrice échoue aux sélections de Saint-Pé en 2000, il me dit à Foix, il me dit, il vient, bon, on pleure ensemble avant que j'aille féliciter Tony, et puis il me dit, non, c'est moi, avant que ça se joue à quelques dixièmes, hein, sur la dernière course. Il dit, c'est moi, merci, j'ai rien à te reprocher, nickel, je me mets au service de mon frère à partir de cette minute. Parce qu'il se parlait pas, hein, pour dire aussi, mais il se parlait pas depuis 1 an, depuis que Manu avait la place présélectionnée, enfin sélectionnée, il n'y avait plus qu'une place pour Yves et les 2 Estanguets. Et voilà, donc la mise en place de ce système a fait que, voilà, le départ de Besançon, c'est pas simple quand même, je déplace ma famille, hein, bon, aller à Montpellier, ça va, c'est pas trop dur, mais bon. Besançon, c'est plus dur. Ça serait plus dur. Mais bon, mes enfants, il y en a un en bas âge, il quitte ses copains, bon bref. Mais et donc voilà, pour t'expliquer, et mon souci d'égalité, mais je dis pas que c'est une règle. Je dis pas, mais là, vu la conjoncture, les niveaux, il y en a pas un qui passait devant l'autre, des niveaux égalitaires. Hein, il y a pas un gars qui a été champion du monde et puis les autres ils sont jamais passés en finale. Non, là ils étaient tous sur les podiums et tout. Il fallait être égalitaire. Si j'avais pas été égalitaire, en tout cas ça correspond pas à mon caractère déjà, et je sais pas si ça aurait été aussi performant. Si j'avais dit allez c'est Patrice qui va, bon déjà il s'est fait virer de la sélection. Donc voilà, donc et en plus je pouvais pas viser, enfin moi je me vois pas miser sur un cheval déjà, et c'était pas le jeu. Donc et donc ce système a permis de chacun s'exprimer. Alors après entre Brugvin et Tony, entre Manu et Brugvin, Manu et Tony à Sydney, c'était pareil, c'était égalitaire, pareil, même système. J'avais des banques le manque de données, j'avais fait des banques de données pour chacun. Tous les passages qui étaient bons, je les avais mis sur une cassette et les sauts pour que quand le parcours de Sydney est sorti, je dis regardez ça,
ça ressemble à ça, vous l'avez déjà fait. Bon, alors il y avait presque 4 enchaînements qui avaient déjà été archivés et on pouvait les regarder. Bon, mais ça, c'était chacun de leur côté. Ils savaient même pas ce que j'avais archivé, voilà. Parce que ça, voilà, ils visaient le titre. Et ils avaient autant de chances de l'être. Donc, et le système de mutualisation alors il y avait la réunion, lycéen français, à deux, mais bien sûr, et bien sûr, il y a les collègues qui disaient, ah ben, allez, lycéens, il y a réunion. Bon, ok. Mais bon, et ils étaient habitués à ce mode de fonctionnement, c'était pas une charge pour eux, hein, de se réunir le soir. Pas du tout. Ça durait pas longtemps. Une dernière question sur ça, et puis après on parlera rapidement de ce que tu fais maintenant. Comment tu fais pour gérer, donc mettons dans cette situation, t'as 2 athlètes super performants, t'as Manu et Tony qui sont au jeu ensemble. Quand tu travailles sur un point technique avec l'un, et que toi en tant que coach ça te fait progresser, j'imagine que celui avec qui t'as travaillé sur ce point technique, il a pas forcément envie que t'ailles le dire aux collègues, mais en même temps, toi ça fait partie maintenant de ton bagage d'entraîneur. Ouais, mais ça c'était une règle alors qu'on avait co-construit encore avec eux. À partir de 96, ils savaient pas ce que l'autre allait faire, puisqu'on préparait d'une manière disjointe. Ils préparaient avec moi. On descendait donc 4 fois. Par exemple, il y avait encore 4 places au championnat du monde, donc je descendais 4 fois avec eux. Enfin, à l'analyse. Voilà, et ils savaient pas ce qu'allait faire l'autre. Et même si l'un, et ça c'était bien ma règle que je m'imposais, même si l'un trouvait une solution qui aurait pu profiter aux autres, j'avais pas le droit de la diffuser. Et ça, c'est peut-être contre-productif globalement, mais c'était comment dire, c'était un enjeu trop important pour ensuite continuer à construire avec cet athlète. S'il avait su, eh ben j'avais plus. C'est comme quand tu manques de convivialité. Quand tu dis qu'il y a confidentialité, il y a confidentialité et tu peux pas transiger. Et donc je transigeais pas. Et donc si tu te rends compte avec Tony que cette figure, il faut la faire en avant pour aller plus vite, tu peux pas aller dire à Manu, écoute, avec Tony, on a vu ça. Non, moi, alors ça, c'est ma règle et c'est mon auto-jugement, mais je me disais, moi, je pense que, moi, je descendais en premier, hein, et j'essayais d'inventorier et tout, avec mes yeux d'entraîneur, et je transigeais pas, donc si moi je pensais qu'il y avait 2 manières de faire, mais que la meilleure c'était en descente, je le disais. Mais après ils choisissaient. De toute façon, c'est eux qui choisissent. Hein. Mais ensuite, si y en a qui dit tiens, mais moi je fais pas ça, moi je fais je sais pas un autre truc, et ça vient en cours de route, je ne le dévoile pas. Ils vont le voir à la vidéo si c'est sur la première manche ou pas, parce qu'ils choisissaient ce qu'ils voulaient voir à la vidéo. Hein, mais moi je dis pas. Donc mais ça c'est pour garantir la suite des événements et garder la confiance de l'athlète. À partir du moment où on avait décidé de travailler comme ça, on travaille comme ça. J'étais capable de travailler différemment puisque jusqu'à Atlanta on partageait tout, donc on descendait à 3. Donc voilà, donc j'étais capable de le faire, mais à un moment donné, donc on dit non, ben on fait et on respecte ça. Et je pense que ça a jamais, globalement, ça a jamais diminué les chances de réussite de l'un, parce que c'est le top niveau, quoi. C'est les gens, ils se connaissent bien, ils vont pas aller inventer, tu vois. Bon, je prenais pas trop de risques, c'est arrivé, mais ça n'a pas impacté la perf de celui à qui je l'ai pas dit. Tu vois, tu vois. Maintenant, tu es dans la transmission de ça, tout ce que tu as appris, raconte-nous un peu ce que tu fais. Bah, très rapidement après les Jeux de 2000, donc j'intègre le Krebs de Montpellier. Je suis formateur, je forme des DE, je forme des profs de sport. Je prépare au concours prof de sport. Et mais en même temps, l'INSEP via la préparation olympique, qui dit tiens lui il arrête là, c'est intéressant de le faire rentrer dans la préparation, et donc assez rapidement il me demande d'accompagner Gérard Contin, d'accompagner un autre entraîneur d'athlétisme, un autre entraîneur aussi de judo,
parce que ils sentent que ça se passe pas bien dans leur coaching, ils sont pas bien, et ils veulent pas voir un psy, ils veulent pas voir un préparateur mental. Personnellement, je parle. Ils veulent pas voir un préparateur mental, ils veulent pas voir un psy. Ils veulent voir peut-être quelqu'un. Donc c'est la pop qui dit peut-être toi, t'es ancien entraîneur, tu connais bien le milieu, t'es un peu penché là-dessus. Ils connaissaient ce que j'avais fait moi sur la préparation mentale et et donc j'ai accompagné ces entraîneurs. Donc, et petit à petit, l'INSEP a mis en place une systématique par rapport à ces accompagnements. Donc moi j'ai fait partie du wagon puisque j'étais dans ce premier lot-là. En même temps, on va dire l'INSEP est rentré dans la FPC des entraîneurs et donc je suis rentré dans le collectif des gens qui interviennent dans la préparation des entraîneurs. FPC, c'est formation continue, qui est maintenant formation au cours de la vie, mais donc voilà, et c'est organisé par l'INSEP, c'est financé par l'État, c'est voilà, dans tous les corps de métier il y a ça, et donc moi j'interviens là, en ce moment là, tout à l'heure, dans la salle d'à côté pour accompagner des entraîneurs sur, là c'est mieux se connaître pour mieux communiquer, et c'est toutes les disciplines confondues, donc il y a des athlètes, il y a des entraîneurs. Et je fais aussi, je suis rentré aussi dans le coaching, et l'INSEP a mis au point un coaching certifié, INSEP, et on forme pas, on labellise des coachs comme des coachs d'entreprise qui vont aller accompagner des DTN, qui vont aller accompagner des entraîneurs, des athlètes, et en fait on leur donne un label, mais pour qu'ils obtiennent ce label, on fait ils passent on va dire des évaluations. Et alors donc moi j'ai été évalué aussi en montant, je suis coach, et j'évalue aussi maintenant les nouveaux qui veulent rentrer. Tu peux nous dire rapidement ce que c'est un coach par rapport à un entraîneur en Alors, 2 secondes? Un coach, c'est quelqu'un qui n'est pas un psy, qui va pas traiter de la thérapie, qui va pas faire de la préparation mentale, comment il faut faire pour se concentrer, mais c'est plutôt l'intermédiaire, on va dire, entre le coaché et peut-être un psy, un psychiatre, etc. Quand il y a des problématiques, le coach, donc tel qu'il est certifié, labellisé à l'INSEP, va mettre par des questions, par des techniques de verbalisation, par des techniques de questionnement, mettre à jour, sans donner de solution, mais mettre à jour des problématiques qui vont émerger suite à ce questionnement. Alors c'est pas de la psychologie, mais c'est un peu de la PNL, c'est un peu d'innovolugique, c'est un peu des questions, du clean language, des choses comme ça qui, avec ces outils-là, donc c'est pas de la psychologie, on traite pas de la thérapie, et dès qu'on sent que ça sort de notre sphère, on dit non, mais il vaut mieux que tu ailles voir un psy, un psychologue ou un psychiatre, ou voilà. Donc nous, on se maintient juste à un niveau de faire émerger des choses qui ont été oubliées, de faire classer dans sa tête à l'entraîneur, de mettre à jour des problématiques qui vont être réglées par l'entraîneur même. Nous, on règle pas les problématiques, c'est l'entraîneur qui règle ces problématiques, mais nous, on est là pour lui dire, tiens, mais qu'est-ce qui est le plus important tu me dis j'ai peur mais je veux briller, voilà, par des questionnements, et le fait déjà rien que l'entraîneur on s'intéresse à lui et qu'il expose sa problématique, déjà il la règle des fois, et il suffit de 2-3 questions bien placées pour lui faire qu'il prenne conscience, parce que souvent les entraîneurs ils sont seuls même dans une direction technique, et le fait de mettre à jour ces problématiques, juste de les évoquer, eh bien ça fait avancer l'entraîneur. Donc je dis bien, c'est pas de la thérapie qu'on fait. D'accord. Bon, merci beaucoup Pierre. Bon, j'espère avoir répondu à tes questions. Des fois, je suis un peu bavard. Non, il y a encore plein de choses que j'aurais aimé aborder, mais faut pas faire trop long. Donc voilà. Ok. Merci à toi. Je crois que c'est important de s'intéresser à ce qui s'est passé, parce je pense que pour bien appréhender le présent, il faut connaître d'où on vient, ce qui s'est passé avant, et là, c'est une manière de le faire avec un ancien. Ce sera le mot de la fin. Merci à toi. À bientôt.
Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode.